La confiance et l'estime de soi, s'affirmer. Bonjour, Karine Bouteilly, hypnothérapeute, coach de vie, énergéticienne. Après avoir abordé dans la vidéo précédente comment se construit votre confiance par le développement de votre enfant intérieur, nous allons utiliser un des leviers possibles à la construction de la confiance, à savoir l'affirmation de soi. L'affirmation de soi passe par la communication. Or, parler peut nous entraîner à vivre des risques majeurs. Déjà la déception de ne pas être entendu, mais aussi la désillusion, découvrir que l'on n'a pas été compris. Car il ne suffit pas de parler pour être entendu et compris. Une communication est toujours entre une personne qui envoie et avec un message et un ou plusieurs qui reçoivent le message. Comme l'a écrit si bien Jacques Salomé dans son livre « Tais-toi quand tu parles », la communication se joue comme une relation avec une écharpe et chacun est au bout de l'écharpe. Je suis responsable de mon message que j'envoie, ce qui veut dire que je suis responsable de la forme et du ton de mon message. L'autre est responsable de la réception du message. Et je n'ai aucun pouvoir sur la réception du message, c'est-à-dire sur l'écoute de l'autre, son état d'esprit, son interprétation. Toujours selon Jacques Salomé, les besoins fondamentaux relationnels sont de divers ordres. Premièrement, de se dire avec des mots, c'est-à-dire de pouvoir verbaliser, d'être entendu, tel que nous nous percevons et non pas à travers une étiquette par rapport à un comportement à un moment donné. Par exemple, un enfant qui est plutôt réservé, observateur, introverti et que l'on catalogue comme timide, asocial, capricieux. Troisièmement, d'être valorisé, c'est-à-dire d'avoir le sentiment d'avoir une certaine valeur, une place appropriée. Quatrièmement, on a besoin d'intimité, de respect de son territoire, que ce soit au niveau d'ailleurs matériel ou affectif. Cinquièmement, d'exercer aussi une influence sur son environnement. La communication relationnelle de notre vie quotidienne doit répondre donc à un de ces besoins. Quand on reçoit, au contraire, une communication violente par des mots ou par du silence, indifférence, alors se réveillent très souvent des maux, des maladies. Ce qui veut dire que ça n'a pas été exprimé correctement, qu'il n'a pas été dit ou qu'il n'a pas été entendu. Mais en réalité, comme nous l'avons vu, nous ne sommes plus que deux dans la relation. Nous l'avons vu précédemment dans la vidéo. Nous portons dans notre enfant intérieur, qui lui-même porte l'héritage de sa famille, et nous sommes aussi l'adulte d'aujourd'hui, soit 3 personnes. Ainsi, l'envoyeur du message porte en réalité son enfant intérieur, son adulte et aussi sa famille. Il en est tout autant de celui qui va recevoir le message. Au total, nous sommes 6 dans la relation, ce qui n'est pas simple. On comprend mieux pourquoi il est parfois si difficile de se comprendre, même si nous parlons la même langue. Ceci dit, nous avons toujours la possibilité relationnelle, celle soit d'ouvrir, soit de fermer l'échange, de la supporter ou de l'amplifier. Or, la plupart du temps, nous sommes dans une communication réactionnelle, au lieu qu'elle soit relationnelle, ce qui crée bien sûr des malentendus. C'est ainsi que le ton monte, que l'on coupe la parole à l'autre, que nous ne sommes plus dans le réactionnel et nous ne trouvons pas d'entente. En dehors du fait de la peur de prendre la parole et de s'affirmer comme nous l'avons vu et de risquer de se confronter à la déception, à la désillusion, il est aussi intéressant de prendre en compte 2 autres besoins en lien avec l'affirmation de soi. Le besoin d'influence et d'approbation. Ces besoins passe par la question suivante. Est-ce que je veux influencer l'autre ou est-ce que j'accepte l'influence de l'autre? Exemple. Je veux être
bien vu par mes collègues, donc je n'ose pas dire que je n'aime pas leurs critiques. Est-ce que je prends le risque de m'affirmer et de leur dire que je ne suis pas d'accord, que je ne veux pas rentrer dans ce genre de débat, et donc je renonce à l'approbation des autres, ou est-ce que je peux affronter mes peurs de déplaire à mes collègues? Ces deux besoins semblent contradictoires car ils s'annulent dans une communication. En effet, il est difficile de vouloir s'affirmer quand on est en contradiction avec notre interlocuteur et de recevoir aussi son approbation. Peut-être faudra-t-il renoncer à cette approbation. En conclusion, on peut dire qu'une relation équilibrée repose sur 4 valeurs, 4 piliers de la communication saine. Oser demander, oser donner, oser recevoir, oser refuser. Ces 4 valeurs permettent d'apprendre à faire de vraies demandes, ouvertes, sans accusation, sans reproche, sans culpabilité, sans plainte. C'est demander. Offrir ce qui me fait plaisir et qui peut être reçu et qui correspond aux besoins de l'autre. C'est donner. Accepter d'être ouvert sans jugement. Écouter, accueillir, c'est recevoir. Savoir dire non pour apprendre à dire un vrai oui. C'est savoir se positionner dans la vie. Et donc, c'est refuser. Comment gérez-vous ces 4 démarches? Quelle est celle que vous niez, que vous fuyez, qui vous demande le plus de courage? Il faut bien dire que le système scolaire actuel ne donne pas non plus la place, la réflexion sur cet apprentissage de mieux communiquer. Accepter par exemple que tout enfant a un savoir, un ressenti, une expérience de vie et qu'il ait la possibilité de s'exprimer, de ne pas être d'accord, sans crainte de rejet ou de critique par le professeur. Le laisser décider de ses choix, de les assumer. On n'en est pas encore là. Ainsi, l'évolution de la communication est de s'orienter vers la communication non violente, la CNV. Et donc, partir à la chasse aux injonctions, aux menaces, aux sanctions, à la culpabilisation, au chantage affectif. Aussi, je vous demande de repérer dans votre langage les mots suivants. Tu dois, il faut, tu devrais, il y a qu'à, attention à, ne fais pas, tu vas te faire mal, puisque tu ne m'as pas, obéi, tu n'auras pas, inutile de me demander quoi que ce soit, à cause de toi, avec tout ce que j'ai fait pour toi. Ton frère ou ta soeur, eux, ils feraient jamais ça, ou ils n'auraient jamais fait ça. Tu aurais pu penser à moi. Ouais, tu me fais de la peine. Hein. Non, tu peux pas faire ce que tu veux, mais... etc. Nous ne nous rendons pas compte, mais nous voulons sans cesse diriger l'autre, en lui prodiguant des conseils gratuitement et en ramenant son histoire à nous et à nos expériences sans vérifier si l'autre voulait nos conseils et notre histoire. C'est ainsi que l'autre ne se sentira pas entendu ou reçu correctement et finira par ne plus s'exprimer. Il pourra même finir par se dire que vous ne l'écoutez jamais jusqu'au bout de sa phrase et de son idée et que vous ramenez tout à vous-même et qu'il ne peut pas se permettre de s'exprimer. Il n'y a qu'un pas pour être taxé d'égocentrique, alors que très souvent, l'autre voulait juste son bien. C'est pour ton bien, tu sais. Mais est-ce seulement vrai? Dans de tels rapports, qui sommes-nous vraiment? Sommes-nous à l'écoute de l'autre en lui coupant la parole, en lui donnant notre propre exemple qui ressemble à la sienne? Est-ce que cela va vraiment l'aider? Non. Nous ne sommes pas en train plutôt de profiter de l'échange pour parler de nous au lieu d'écouter? Donner notre point de vue souvent contradictoire ou moralisateur sans prendre conscience que nous n'avons pas respecté l'autre en ne le laissant pas s'exprimer jusqu'au bout. Et nous ne lui avons pas demandé s'il voulait notre avis. Qui sommes-nous pour lui imposer en quelque sorte notre point de vue, notre avis? Nous le jugeons inconsciemment. Et lui peut se sentir vraiment jugé et non pas écouté. Combien de quiproquos, de frustrations dans ce type de dialogue, de communication habituelle entre amis, dans le couple, dans la famille, entre collaborateurs.
La communication non violente est une communication saine qui repose sur plusieurs règles. Je m'occupe de mon bout d'écharpe. Je ne suis pas dans la tête de l'autre. Je ne parle plus sur l'autre et je ne le laisse pas parler sur moi. J'écoute l'autre jusqu'au bout sans l'interrompre et je lui demande d'en faire autant. Quatrièmement, je parle de ce que je ressens et j'invite l'autre à parler de lui. Cinquièmement, respecter la différence de l'autre et respecter son point de vue en validant les différences entre vous. Sixièmement, accepter et valider que l'autre peut avoir des comportements désagréables, mais que vous n'êtes pas obligé de le supporter. Septièmement, je n'ai plus besoin d'imposer à l'autre des façons de penser ou de faire par tradition familiale, par conviction ou par éducation. Huitièmement, je suis seule responsable de mon écoute et de la réception du message que je reçois. Interprétation. Je ne suis pas dans la tête de l'autre et j'arrête de faire des suppositions. Dixièmement, je demande à l'autre des précisions si je ne comprends pas son message. Onzièmement, j'arrête de rendre responsable ce qui ne va pas chez moi. Douzièmement, je suis seule responsable de me blesser avec les messages ou le comportement de l'autre. Treizièmement, je parle à la première personne et non plus avec le on ou le nous. Quatorzièmement, quand je dis je ne ramène pas tout à moi. Je témoigne, je me positionne et je m'affirme. C'est tout. Quinzièmement, en m'affirmant, en me positionnant, j'accepte que l'autre se positionne et s'affirme différemment, refuse ou accepte mon avis, ma décision, ma proposition. Seizièmement, je ne confonds pas la personne et son comportement. Je différencie ce qu'il fait de ce qu'il est. 17e, je peux exprimer mes désirs sans pour autant les transformer en exigence ou en demande. 18e, j'arrête d'avoir peur de la réaction de l'autre et je suis moi. 19e, j'exprime clairement mes demandes et je n'attends pas que l'autre devine ou comble et sans passer par l'accusation, la culpabilisation, la plainte ou le chantage affectif. 20e, j'ose dire un vrai oui et un vrai non. Ça me fait plaisir ou ça me fait pas plaisir, mais je le fais. 21e, j'exprime mes peurs sans les imposer à l'autre. 22e, j'ai mes croyances, mes valeurs, mes convictions et j'ai le droit de les exprimer sans les imposer, sans avoir peur de la réaction de l'autre. Si nous respectons ces règles de communication, si nous ne respectons pas ces règles de communication, nous risquons de développer de l'auto-privation en accusant l'autre de ne pas nous aimer, de ne pas nous entendre, de ne pas nous comprendre et de toujours refuser. Les phrases parasites à revoir dans notre langage seront donc « moi, je » qui ramène à soi et qui fait passer pour égocentrique, « tu devrais, tu dois » qui est plutôt moralisateur, contrôlant, « il faut que »,« ça devrait » qui est plutôt une obligation par convention, par culpabilisation. Moi, ta place, je pense que tu dois vous approprier, vous mettez à la place de l'autre dans ses pensées. Non. Je vais être parfaite car je veux qu'on pense du bien de moi. Vous faites totalement en fonction des autres et vous n'êtes pas vous. Tu ne peux pas, tu vas faire de la peine à. Que va penser les voisins, la famille? Ah non, je ne veux pas qu'on dise de toi. Toutes ces phrases sont basées sur le regard des autres, mais aussi sur du chantage affectif. Attention, ceci, il va t'arriver cela. Voilà, on transpose ses peurs à l'autre, quoi. Puisque tu ne m'as pas obéi, tu n'auras pas chantage. Tu vas me faire mal, tu ne m'aimes pas, tu n'en as rien à faire moi. Après tout ce que j'ai fait pour toi, toujours chantage affectif et rejet. À cause de toi, culpabilisation. Ta sœur, ton frère n'aurait jamais fait ça. Comparaison. J'ai sacrifié ma vie pour toi. Plainte. Chantage.
Tu es libre de faire ce que tu veux, mais ça ne plaira pas à ton père. Un double message contradictoire. Hein. Il y a encore d'autres phrases de ce genre, assassine et manipulatrice. Hein. Comme par exemple, tu es insupportable, tu me fatigues, tu me mets en colère, tu es méchant, t'as vu l'heure, tu ne penses pas qu'il est temps de, tu ne crois pas que, si tu m'aimais, j'ai fait ça pour toi, quand même, ça te fait plaisir, hein? Depuis le temps qu'il me connaît, il devrait, etc., etc. Donc, vous l'avez bien compris, nous avons notre langage, nos réactions, nos dialogues, notre communication à revoir. Et c'est encore là une question de gestion de vos pensées. Car plus nous devenons conscients de ce que l'on envoie comme mots, comme verbes, moins nous serons dans le réactionnel et l'impulsivité. Je dis souvent qu'il faut être observateur et spectateur de nous-mêmes et de notre langage et de notre comportement avec les autres et en société. Comme nous le ferions en observant un ami ou quelqu'un d'autre que nous voulons apprendre à connaître. Et bien c'est exactement pareil. Si vous voulez en savoir plus sur cette communication non violente, vous pouvez retrouver des quiz et autres exercices dans l'atelier sur la confiance et l'estime de soi. Je vous remercie pour votre écoute. Le challenge de cette semaine sera donc de vous observer pendant les échanges et de voir quelles sont les phrases que vous utilisez. Je tiens à préciser que nous prenons souvent l'habitude de communiquer comme nos parents ont communiqué avec nous. Et oui, forcément. Donc, nous essayons de faire différemment, mais nous ne nous rendons pas compte toujours des messages envoyés ou du ton employé, accusateur, plaintif, agacé, agressif. Bref, nous avons tous à gagner, vous savez, à communiquer de façon saine. Car la base des conflits dans le monde est bien souvent un problème de communication et d'interprétation. Aussi, si nous voulons changer la guerre en paix, nous nous devons de nous occuper de notre propre relation avec notre entourage. Plus nous serons nombreux à bien communiquer ou à faire de notre mieux, plus nous calmerons les agressions, les peurs, les hostilités, la haine, la guerre. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, de partager si vous pensez qu'elle peut aider des personnes autour de vous. Je vous remercie et vous pouvez tout retrouver, les différentes prestations, ateliers et autres, sur mon site internet inscrit sous la vidéo. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine. Très belle semaine à vous.